Quel diagnostic faites-vous sur la situation économique de la Martinique? Oh, c'est un diagnostic qui n'est évidemment pas très positif, hein. Et puis il y a des faits qui confirment que la situation est tout de même préoccupante. Nous avons besoin d'un certain nombre de choses basiques. Et tant que nous n'avons pas ces choses-là basiques, la situation va rester préoccupante. Parmi les choses basiques, eh bien, l'actualité le montre, il y a le problème du transport, le transport terrestre, le transport maritime. Et donc, c'est un élément de non-satisfaction sur la situation économique de la Martinique. Si vous prenez le secteur de la canne, rendez-vous compte que les planteurs de canne, eh bien, restent des mois et des mois avant de recevoir l'intégralité de leur rémunération. Le tourisme a un développement, je dirais, qui est facilité par la crise qu'il y a dans d'autres pays, mais nous sommes loin du compte. Le tourisme représente autour de 5% du produit intérieur brut, ni 10 ni 15%, mais autour de 5% du produit intérieur brut. Et puis le juge de paix, finalement, eh bien, c'est le chômage. Nous restons avec un taux de chômeurs qui est de l'ordre de 40 000 personnes. Alors ce taux va descendre un petit peu parce que dans la diminution de la population de la Martinique, il y a une bonne part qui s'explique par le départ d'un certain nombre de jeunes, mais on a un taux de chômage qui est scandaleusement élevé. Je rappelle que la Constitution française, et ce que je dis là est valable pour l'Hexagone comme pour les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer, l'article 5 de la Constitution prévoit que chaque personne a l'obligation de travailler, a le devoir de travailler, et que chaque personne a le droit d'obtenir un emploi. Donc, eh bien, c'est un des articles de la Constitution qui est foulé par ceux qui nous dirigent, tant au niveau national qu'au niveau local, et ça, je trouve ça regrettable. Le remède à tout cela, eh bien, faire ce que prévoit la loi, encore une fois, à savoir élaborer tous ensemble un projet de développement économique et social. Alors, j'ai la question à poser. Quelles sont les solutions pour rendre la Martinique plus attrayante et baisser le chômage? Alors, la première solution consiste à exécuter ce que prévoit la loi. Et depuis 1982, hein, depuis que la régionalisation, la décentralisation a été mise en place. Alors, à savoir l'élaboration d'un schéma de développement économique, social, culturel, environnemental et international. C'est quelque chose de très complet. Eh bien, beaucoup de nos dirigeants ne comprennent pas, malheureusement, l'intérêt qu'il y aurait pour eux-mêmes et pour toute la population d'associer un grand nombre de Martiniquais à l'élaboration d'une vision et d'une stratégie pour donner du travail. Et quelle est la manière de donner du travail à un maximum de Martiniquais? Eh bien, c'est principalement d'exécuter de gros investissements, notamment organiser le transport terrestre, transport maritime, transport par téléphérique éventuellement, désenclaver un certain nombre de quartiers, il y a au moins 400 quartiers qui sont enclavés en Martinique et qui devraient être désenclavés, et puis organiser une production économique, notamment dans l'agriculture, qui tienne compte de la situation du marché. Je pense au café, je pense au chocolat, je pense aux cultures vivrières, je pense à la pêche qu'on devrait transformer également. Il faut se dire que quand on se met à produire dans le secteur primaire, c'est-à-dire pêche et agriculture, et élevage bien entendu, il faut penser à la production et il faut également penser à la transformation et à la conservation, ce qui permet bien de déboucher sous des exportations. Tout ça est possible, tout ça est facile, à condition qu'on s'en donne la peine et qu'on associe un maximum de Martiniquais. Je crois par ailleurs beaucoup au développement de la participation dans les entreprises et dans les administrations pour motiver les agents salariés qui sont tant dans les entreprises que dans les administrations. Trouvez-vous normal que le prix des billets d'avion soit aussi élevé en outre-mer français? Non, ce n'est évidemment pas normal.
la vision que nous devons avoir en tête à propos du prix des transports en général, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de billets d'avion, c'est la vision de la continuité territoriale, telle qu'on commence à en parler. Il faut savoir que c'est un débat qui n'avait pas lieu il y a encore quelques années, on ne parlait pas de ce problème, en tout cas fort peu. Parce que, eh bien, quand on parle d'autonomie, voire d'indépendance, on a des difficultés à parler de continuité territoriale. Quand on s'en prend matin, midi et soir à la loi d'assimilation, eh bien, on a du mal à parler de continuité territoriale. Donc, il faut aller dans une direction qui conduirait à ce qu'un billet d'avion en aller-retour pour un Martiniquais, quelqu'un qui a le centre principal de ses intérêts en Martinique ou en Guadeloupe, eh bien qu'il n'ait pas à dépenser plus de 100 € aller-retour pour un billet d'avion. C'est ça qu'il faudrait faire. Mais on en est loin, surtout que l'État, eh bien, ne se gêne pas pour taxer beaucoup le transport aérien, du fait d'une décision qui a été prise il y a bien longtemps pour renflouer les finances des conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique qui étaient en difficulté à ce moment-là. Serez-vous favorable à une autonomie des Antilles-Guyane? Oui, moi, je crois, et c'est un fait que tout le monde constate, la France est un pays beaucoup trop centralisé. Il faudrait à la fois faire de la décentralisation et de la déconcentration. Mais on se heurte à l'histoire même de la France. La France est un pays où l'État a précédé la nation. Disons que c'est le centre qui a réuni autour de lui eh bien, toutes les volontés des régions. La Bretagne, la Savoie, le Pays Basque, l'Auvergne, l'Alsace, Lorraine. Il y a dans toutes ces régions, il y a une 50aine de langues régionales, je le rappelle, en France. Dans toutes ces régions, il y a encore des courants centrifuges. Donc le pouvoir central est très attentif à ne pas donner trop de pouvoir aux autorités régionales. Et regardez bien la décentralisation qui a été faite dans les années 80, eh bien c'est une décentralisation qui laisse quand même à l'État la possibilité d'intervenir dans tous les domaines. Et quand vous regardez aujourd'hui, eh bien les autorités centrales continuent à intervenir dans tous les domaines. Donc, s'il s'agit de donner davantage de compétences aux autorités élues et nommé de la Martinique, je suis à 100% favorable à ça. Je rappelle d'ailleurs qu'en ce qui me concerne, pour les 3 consultations qu'il y a eu en Martinique sur l'article 73 et sur l'article 74 de la Constitution, j'ai voté oui. Et je suis personnellement intervenu auprès de l'État, j'avais des fonctions en politique qui me le permettaient, pour qu'il y ait, après la volonté des élus de faire une consultation sur le 74, qu'il y ait une deuxième consultation sur le 73, et c'est grâce à cette intervention que nous avons aujourd'hui une collectivité unique. Parce que si on s'était contenté de ce que demandaient les élus en 2009, par une délibération du 18 juin, il y aurait eu uniquement une consultation sur l'article 74, le non l'aurait naturellement emporté, comme on l'a vu, et puis ce problème aurait été enterré peut-être encore pour 50 ans. Donc j'ai contribué à faire ce pas-là, et je suis tout à fait satisfait que la Martinique ait mis fin à cette anomalie, comme la Guyane d'ailleurs, qui consistait à avoir sous le même territoire une région et un département. Vous qui avez une expérience politique, comment expliquez-vous l'effondrement des grands partis dans l'Hexagone et en Martinique? Voyez, dans cette affaire de droite et de gauche, hein, pour utiliser des mots qui sont un peu vides mais qu'on utilise encore, eh bien, la gauche a joué à qui perd gagne. C'est-à-dire que la gauche aujourd'hui est au pouvoir dans pratiquement toutes les collectivités de la Martinique et de la Guadeloupe. Or, quand on regarde les thèmes principaux de la gauche au cours des 40 ou 50 dernières années, ce sont des thèmes qui ont échoué. Et tant au niveau local qu'au niveau national. Qui parle aujourd'hui localement d'indépendance? Les Martiniquais, les Guadeloupéens ont rejeté la notion d'indépendance et même d'autonomie très large qui était demandée par la gauche. De même, la gauche a toujours été partisane de la collectivisation des moyens de production. Eh bien, tous les pays qui ont voulu mettre en place la collectivisation des moyens de production se sont cachés la figure, il faut le dire. Et les électeurs
ont voté avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils ont quitté massivement les pays qui se proclamaient communistes, qui se proclamaient marxistes, pour aller massivement vers les pays qui se proclament capitalistes ou libéraux. Je prends l'exemple des États-Unis, qui ne donnent pas une image très positive de la démocratie depuis pas mal d'années, où le racisme règne encore beaucoup. Eh bien, le monde entier veut aller vivre aux États-Unis. Les États-Unis sont en train de lutter en permanence contre des gens qui veulent venir y vivre alors qu'eux ne veulent pas. Ils oublient qu'eux-mêmes sont des immigrés du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais donc, pour revenir là-dessus, moi je pense que l'effondrement de la droite a eu lieu, c'est vrai, mais que la gauche n'a pas gagné dans les faits. Elle a gagné dans les urnes, mais elle n'a pas gagné dans les faits. Au contraire, les thèses de gauche se sont effondrées. Alors, pour aller plus au fond dans l'évolution de la droite en Martinique, il y a eu des hommes, tout simplement, qui n'ont pas su s'organiser, qui n'ont pas su s'entendre pour convaincre les Martiniquais de faire coïncider les votes et les idées. Si bien que l'électeur martiniquais, aujourd'hui, il appuie simultanément sur le frein et sur l'accélérateur. Eh bien, le frein, il donne le pouvoir à des gens qui veulent l'autonomie, et tout en pensant, l'accélérateur, tout en pensant qu'il ne faut pas l'autonomie. Et je suis convaincu, pour ma part, s'il y a une consultation des populations de la Guadeloupe ou de la Martinique sur l'autonomie, le vote sera probablement identique à ce qu'il a été ces dernières années. Trouvez-vous normal que beaucoup d'enseignants du service public, que ce soit en Martinique ou dans l'Hexagone, envoient leurs enfants en école privée? D'abord, je trouve normal qu'il y ait une école privée, des écoles privées. Et donc, à partir du moment où il y a des écoles privées, ben, tout le monde peut y mettre ses enfants. Mais sous l'angle de l'exemplarité, eh bien, c'est un message qui est tout de même extraordinairement clair. Vous servez l'enseignement public, mais vous êtes tellement sceptique sur son efficacité que vous envoyez vos enfants dans l'enseignement privé. Personnellement, je pense, et depuis longtemps, que l'école publique est dans une impasse. D'ailleurs, ces jours-ci, le Premier ministre a fait un aveu très lourd. Il a avoué que les notes des examens du brevet et du baccalauréat étaient artificiellement augmentées pour afficher un taux de succès qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Donc les enseignants sont conscients de cela et je pense pour ma part qu'il est urgent, comme pour la santé, que l'État cesse de s'occuper de l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner l'enseignement au monde mutualiste ou au monde privé. L'État peut, par le biais de délégations de services publics, veiller à ce qui se passe dans l'éducation nationale comme dans la santé, mais l'État se révèle depuis plus de 50 ans incompétent dans les domaines de la santé et dans les domaines de l'enseignement. Il ne faut pas croire qu'avec des cautères sur jambes de bois, on va régler ce problème, surtout qu'on est en période de réduction des budgets. Donc ça va encore aggraver la situation. Le fond du problème, c'est qu'il faut délester l'État de secteurs où son inefficacité est plus que démontrée. Le gouvernement serait favorable à réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. Vous en pensez quoi? Oui. Moi, je crois qu'il ne faut pas faire de mesures d'âge. Les mesures qui concernent une population de 55 ans, moins de 55 ans ou plus 55 ans, non, je pense que le problème est plus compliqué que ça. En réalité, l'accompagnement des chômeurs n'est pas suffisant. Disons que quand quelqu'un tombe en chômage, il faudrait qu'après un petit temps de réflexion, quelques semaines, peut-être un mois ou deux au maximum, eh bien, il y a un organisme qui prenne en main
la réorientation de cette personne, alors soit dans d'autres entreprises de la même spécialité, soit dans des entreprises de spécialité tout à fait différentes. Qu'on forme les gens à changer de lieu ou à changer d'entreprise, et que les gens soient accompagnés, ça devrait être le rôle d'un Pôle emploi qui est une administration qui a aussi fait la preuve de son inefficacité, il faut le dire. Eh bien, et à ce moment-là, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on accompagne le chômeur vers un nouvel emploi. C'est ça. C'est comme ça que font les pays où il y a assez peu de chômeurs. Tant que la France continuera à gérer le chômage comme si c'était quelque chose qui relevait du domaine administratif pur, eh bien il y aura beaucoup de chômeurs. Alors il y a un autre aspect également qui est très important, c'est que la France a un déficit d'activité économique, notamment dans l'industrie. Disons qu'il y a eu une politique de délocalisation qui a été menée par les chefs d'entreprise avec l'encouragement des pouvoirs publics, et cette délocalisation a conduit beaucoup d'entreprises françaises à aller produire ailleurs. Il y a plus de 5 millions de salaires de par le monde qui sont distribués par des Français, des dirigeants français qui travaillent dans d'autres pays que la France. Donc je crois que le problème du chômage est un problème beaucoup plus compliqué que ce que dit aujourd'hui le gouvernement. Il faut vraiment prendre le problème à bras le corps, et nous devons savoir que la manière dont fonctionne aussi bien l'État que les régions, que les départements, que les communes et que les intercommunalités, cette manière-là de fonctionner, avec globalement une perte de vue de ce que sont que les résultats, eh bien cette manière de fonctionner conduit directement à l'aggravation du chômage. C'est la raison pour laquelle je suis fermement partisan de l'allègement des domaines dont s'occupe le secteur public, et tant qu'on ne comprendra pas cette orientation-là, eh bien on rabotera pendant des dizaines d'années, mais on va aggraver le problème. Je rappelle que l'endettement reste un problème énorme pour la France, et que les intérêts, seulement les intérêts que va payer l'État en 2024, ça va représenter le premier budget de l'État. C'est-à-dire que l'État va payer plus ses bailleurs de fonds qu'il ne va consacrer d'argent à l'éducation nationale. Genre, il s'agit d'un chiffre de l'ordre de 57 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Il est urgent que ces réalités-là soient l'objet d'une approche franche. Je crois que les Français ne sont pas plus idiots que les autres, et qu'ils sont prêts à écouter la réalité telle qu'elle est. Alors, si on veut résorber les problèmes, il faut faire 2 actions. La première action, eh bien, libérer l'État d'un certain nombre de choses. La deuxième action, demander une participation exceptionnelle pendant une période de 3 ans, eh bien, aux personnes qui ont les plus hauts revenus. Bruno Le Maire a dévoilé un plan d'économie de 10 milliards d'euros pour 2024. Mais la France, c'est 1500 milliards de dépenses publiques par an et plus de 3000 milliards de dettes, ce qui est un record. Quelle est votre analyse? Non, moi, je crois qu'il faut cesser de se moquer des Français. Quand on a un endettement de 3000 milliards d'euros, quand on se consacre 57 milliards d'euros par an rien qu'au paiement des intérêts, annoncer qu'on va faire un rabotage des dépenses de 10 milliards, je dis que c'est se moquer de l'électeur et se moquer du citoyen. Ce sont des chiffres qui ne sont pas à la hauteur des problèmes. Alors la Cour des comptes, qui fustige la gestion des deniers publics depuis quelques années, emploie un mot qui est le mot insincère. C'est un mot qui n'existait pas, en tout cas que personnellement je ne connaissais pas, mais le mot de insincère veut dire, dans le langage de la haute fonction publique, veut dire mensonger, tout simplement. Donc quand M. Le Maire dit qu'avec 10 milliards on va
il ne dit pas qu'on va régler le problème, mais qu'on va le faire avancer. Monsieur le maire sait très bien qu'il n'en est rien. D'ailleurs, sachons qu'en France, ce n'est pas du tout le ministre des Finances qui trace les trajectoires budgétaires. Les trajectoires budgétaires en France sont fixées par une seule et unique personne, c'est le président de la République. Donc, monsieur le maire agit sur des bouts de chandelle, mais il n'agit pas sur l'essentiel. Donc, je pense que le président de la République est parfaitement conscient des problèmes. Peut-être n'ose-t-il pas dire tout à fait la vérité aux Français, mais je suis convaincu pour ma part, et ça s'est vérifié dans l'histoire de la France depuis la guerre, que si on dit la vérité aux Français, à condition que les problèmes soient posés de manière globale et en intégrant les situations internationales, les Français ne demanderont pas mieux que d'écouter un président de la République qui lui dira « Voici le résultat que nous voulons atteindre, voici les responsabilités qui reviennent à chacun, c'est-à-dire qui reviennent à l'État, aux collectivités territoriales, aux syndicats, aux chefs d'entreprise, aux particuliers de tout niveau de revenus. Voici la tâche de chacun et je vous garantis qu'au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, nous aurons surmonté les problèmes. Mais il faut pouvoir constater, contrairement à ce qu'on constate en France depuis au moins 40 ans, qu'à chaque fois, que chaque année, on fait ne serait-ce qu'un tout petit pas dans la direction qu'on a au départ annoncée. Si au contraire, je prends l'exemple du nombre de fonctionnaires, tout le monde, tous les gouvernements depuis 50 ans annoncent qu'ils vont diminuer le nombre de fonctionnaires, et le nombre de fonctionnaires n'a fait que s'accroître depuis 50 ans, quoi. Et l'année dernière, il s'est accru, je crois, de 40 ou 50 000 personnes. Donc, il faut être crédible, il faut ne pas farder la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et dire maintenant tous ensemble, voici ce qu'on va faire. D'ailleurs, le commissariat au plan pourrait être le bon organisme pour organiser tout cela, pour mettre tout cela sur le papier, en collaboration avec le président de la République. Partout en France, on parle de créer plus d'emplois. Voilà. Mais c'est vrai. Il y a un phénomène qu'on ne fait pas suffisamment peut-être attention, qui est l'intelligence artificielle, qui réduit le nombre d'emplois. Vous en pensez quoi? Eh bien, c'est une question importante, et beaucoup de livres maintenant sortent là-dessus. Je crois d'abord qu'on ne doit pas avoir peur du progrès, y compris sous forme d'intelligence artificielle. Mais une donnée doit être prise en considération. Et c'est celle que signalait un grand économiste anglais entre les deux guerres mondiales, John Maynard Keynes il disait donc dans les années 35-36, il disait, 1935-36, il disait, vers l'an 2000, eh bien, en travaillant seulement 15 heures par semaine, les sociétés contemporaines pourront satisfaire tous leurs besoins. Et je crois qu'il avait raison, parce qu'aujourd'hui, on pourrait travailler moins et produire, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage aujourd'hui, hein, bon, ça dépend des pays, bon, il y a beaucoup de gaspillage. Alors je crois que la formule qu'il faut avoir en tête quand on envisage des problèmes aussi importants que l'intelligence artificielle est la formule suivante. Travailler tous, c'est-à-dire éradiquer totalement le chômage comme le prévoit la Constitution française, travailler mieux, c'est-à-dire introduire davantage de souplesse, notamment avec le télétravail, et travailler moins. Travailler moins. Beaucoup de dirigeants ont peur que la population s'ennuie et soit l'objet de je ne sais quelle dérive. Il faut accepter que tout le monde travaille moins, notamment les salariés. Évidemment, un artiste, un écrivain, même un chef d'entreprise. Pour eux, le travail est presque comme l'air qu'ils respirent et c'est passionnant. Bon, pas toujours passionnant pour les chefs d'entreprise, mais ça l'est quand même beaucoup plus que pour le salarié de 1 400 €. Alors si vous proposez une société dans laquelle l'intelligence artificielle a davantage de poids et qui conduit à ce qu'il y ait moins de travail humain nécessaire pour faire face aux productions dont on a besoin, je ne suis pas
partisan de la décroissance, hein, parce qu'il y a tellement de besoins dans beaucoup de pays qu'il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agirait d'avoir comme vision sur le problème du travail le fait que tout le monde travaille, le fait que tout le monde travaille de manière plus intelligente, notamment avec de la participation et avec de la souplesse, et que tout le monde travaille moins, eh bien pour donner plus de place à ce que chacun s'occupe de sport, de littérature, de culture, de s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses parents, de ses grands-parents, de faire du sport, tout ce qu'on veut, bref. Et à mon avis, c'est ça la vision que nous devons tous avoir des sociétés contemporaines. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle sera perçue comme ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une aide à l'épanouissement de chacun. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je voudrais seulement dire que je ne suis pas quelqu'un de pessimiste sur la société dans laquelle nous sommes. Nos ancêtres imaginaient d'avoir 20 ans en 1940 ou en 1914. Nos ancêtres ont connu des temps infiniment plus compliqués que les nôtres et nous devons savoir magnifier ce qui est positif chez nous, et puis, eh bien, éroder, nous attaquer avec beaucoup de sang-froid à ce qui est plus négatif.